Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. OK, je crois que ça enregistre. Nouvelle capsule, nouvelle technologie. Pour aujourd'hui, tel que promis, dans le fond, on va faire une entrevue pour mieux comprendre comment on arrive à un jugement de non-responsabilité criminelle, un peu comme dans le cas de ce qui s'est passé au début, ou un peu pour remettre en contexte. Mais d'abord et avant tout, je veux présenter la personne qui se trouve à ma droite. Oui, j'ai hésité, je pensais que tu étais à gauche pendant un instant. Euh, Tout est en bas de moi, ça fait c'est ah bon, correct. on peut peut-être que présenter les gens nous voient un par-dessus l'autre. En tout cas, ceci étant dit, une amie à moi, Ashley Lemieux, qui est doctorante en psychiatrie professionnelle de recherche à l'Institut Philippe Pinel et ainsi qu'attachée de recherche à l'Université de Montréal. Ashley, merci. C'est super apprécié de venir me backer sur un sujet qui est quand même assez complexe. Comme je le disais, oui, pour un peu remettre en contexte, au début août, il y a une personne dans le fond, qui avait été jugée non criminellement responsable, qui a été remis en liberté conditionnelle, qui a tué 3 personnes en l'espace de 24 heures et qui, après ça, a été abattu par les forces policières. Depuis, il y a différentes réflexions, différentes publications que j'ai faites sur ma page là, pour présenter différents volets de c'est quoi la réadaptation, réinsertion, etc., etc. Un peu pour contrebalancer les propos de notre premier ministre sortant, qui Certain, c'est bon. Optimiste. exactement qui se réjouissait du fait qu'on se soit débarrassé de cette personne. J'avais envie d'amener un éclairage différent justement sur la question de non-responsabilité, comment on en arrive là, puis est-ce que c'est des cas qui finalement arrivent régulièrement. Lançons-nous. Première question que je vais te lancer, c'est en fait, est-ce que tu serais en mesure de nous faire un peu un portrait de c'est quoi le portrait des personnes qui sont déclarées non criminellement responsables? C'est qui leurs victimes? C'est quoi le genre de délit qu'ils commettent? Est-ce que c'est toujours des meurtriers là, qui assassinent ou ça peut être d'autres contextes où il peut y avoir ce verdict-là? Tout à fait. En fait, premièrement, ce qui est intéressant des personnes qui sont déclarées non criminellement responsables pour troubles mentaux, c'est qu'ils ont souvent un historique de station en psychiatrie. Donc, ils ont une grande majorité, ou 70 ils ont déjà passé par les services en psychiatrie réguliers avant d'aller en psychiatrie légale, donc d'être déclarés non criminellement responsables. Les délits comme tu disais, les délits qu'ils commettent, en fait, c'est principalement des délits contre la personne. Donc, on va regarder, en fait, en grosse majorité, des menaces puis des voies de fait qui représentent à peu près 2 tiers des délits. Des offenses contre la propriété, genre vol, vandalisme, c'est comme un cinquième, là, c'est qu'on dirait à peu près 20 des délits. Puis, on disait des meurtres, là, ben, des délits qui, causer la mort ou faire une tentative de meurtre ou une agression sexuelle, là, ça représente un peu moins que 10 des délits. OK. Donc, moins qu'une personne sur 10 qui est non criminellement responsable a commis des délits de cette nature-là. Donc, ça arrive certainement, mais ce sont les cas les plus médiatisés, pas les cas les plus nombreux. OK. Puis quand on regarde les victimes, en fait, on a souvent tendance, justement, dans le cas que tu as déclaré, c'est des inconnus, tu sais. C'est pas la majorité des cas, en fait. Dans la majorité des cas, à peu près un peu plus que 50 donc une fois sur deux, c'est un membre de la famille ou un proche, genre un OK. ami, un coloc. Un inconnu, là, ça arrive une fois sur 5 que ça va être un inconnu. Sinon, ce qui est fréquent aussi, ça va être des professionnels de la santé, un intervenant ou... mais tu sais, ça rentre aussi dans des proches. Ou même un policier, s'il y a une intervention, par exemple. Ouais. Puis là, ben, ça se peut que ça soit ça le délit d'index. Là. Je pense, je sais pas si c'est ça qu'en français qu'on appelle index offense en anglais, qui va être celui qui va être pour lequel il va y avoir une action, une OK. accusation. Bref, on s'en fout. Donc, puis en fait, si on revient un peu à ce que je disais tantôt, que 70 ont déjà un historique en psychiatrie, ce qu'on voit souvent, c'est que les proches,
c'est pas nécessairement... Je dirais que c'est une trajectoire qui peut être typique. C'est que les proches vont se tourner, après plusieurs incidents de violence, à faire une accusation criminelle comme levier de traitement. Parce que, justement, ils ont déjà un historique, ils ont déjà un passé de psychiatrie, puis à un moment donné, la menace de mort ou la menace de violence, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Lui, il a besoin de traitement. C'est plus moi qui est capable de s'en occuper. Donc, quand la police va venir, je dis oui, je vais déposer une plainte formelle. Mais avant ça, j'ai peut-être géré un fils ou un frère ou un coloc qui allait pas bien, puis ça fait une couple de fois qu'il est à l'hôpital, puis que ça va pas. Donc, ça devient plus un levier de traitement qu'autre chose. OK. Puis, c'est ça. Oh oui, non, vas-y. Je vais juste une dernière chose, en fait. Oui, vas-y. Si on regarde, mettons, parce que on parlait de... Pour le verdict de non-responsabilité criminelle, il n'y a pas de diagnostic nécessaire. Il n'y a pas comme genre une liste de diagnostics que tu peux avoir, mais à peu près 80% des personnes qui sont non criminellement responsables, qui sont trouvées non criminellement responsables, ils ont un trouble psychotique quelconque. Donc, c'est vraiment la grosse majorité, là. Je vais prendre, il y a d'autres cas célèbres que c'était pas des troubles psychotiques puis qui ont fait les manchettes puis les gens étaient bien nutris. C'est vraiment pas la majorité des cas. Puis, après ça, 80% des gens qui ont un trouble psychotique, mais après ça, on regarde l'autre diagnostic le plus fréquent, ça va être un trouble bipolaire, ou autre chose. Bref, donc... Une dépression avec des caractéristiques psychotiques, etc. Bref, j'arrête de parler. Ben non, c'est super intéressant. En fait, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à quelqu'un qui va avoir un jugement de non-criminalité, il y a déjà souvent un parcours en santé mentale, un parcours des proches autour qui ont usé de patience, qui ont essayé d'accompagner, qui un peu en désespoir de cause se sont dit là, ça ne fonctionne plus. Faut qu'on porte des accusations, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Après ça, bon, on pourrait rentrer dans l'accessibilité aux soins et services de santé mentale, mais ce n'est pas le sujet de la capsule aujourd'hui. Donc, une fois qu'il y a des accusations qui sont portées, comment on en arrive justement à un jugement de non-responsabilité? Comment on en arrive là? C'est quoi les critères? C'est quoi le processus? OK. Bien, là, je pense que c'est important de dire que la non-responsabilité criminelle, c'est une défense. Donc, habituellement, ça va être soulevé par la défense, par l'accusé. Mais ça peut être soulevé par le juge ou la couronne pendant le processus si jamais c'est pas soulevé par la défense. Puis, on a raison de croire que ça fait partie, en fait, de la personne, du portrait, mettons, du délit. Ça peut être soulevé à tout moment d'un procès entre l'accusation puis même après le verdict de culpabilité, tant que c'est avant la condamnation. La personne peut être déclarée coupable, dire oui, mais j'ai été non criminellement responsable. Donc, pour être jugé non criminellement responsable, en fait, je dirais les deux critères de base, c'est pas être en mesure de comprendre le bien puis le mal, puis pas avoir d'intention criminelle. Donc, avoir un problème de santé mentale, c'est pas suffisant. Tu peux même avoir un problème de santé mentale au moment du délit, puis que c'est quand même pas suffisant pour être jugé non criminellement responsable. Tu peux avoir un problème de santé mentale, être en psychose, puis être fâché, puis décider que tu pètes une vitrine. Ben, tu as pété une vitrine parce que tu étais fâché, tu as commis un délit. Par exemple, pas avoir d'intention criminelle, tu peux décider que tu vas pousser ton ami en bas du balcon ou lui proposer fortement de sauter en bas du balcon avec toi pour l'amener dans une autre dimension parce que c'est comme ça que vous allez sauver le monde. C'est que là, il n'y a pas d'intention criminelle. Ouais. Un autre exemple, ça pourrait être, comprendre le bien et le mal. Tu peux décider que tu veux tuer ton voisin ou peut-être que tu vas menacer ton voisin de le tuer parce qu'en fait, ton voisin, c'est Satan. C'est que là, oui, tu as une intention de faire quelque chose de mal, est-ce que tu as tué quelqu'un, mais honnêtement, n'importe qui penserait que son voisin est Satan voudrait peut-être l'arrêter. Ouais. Donc, ça va ressembler à ça. Puis, comme, là, on parle des gros exemples, mais ça peut être des exemples aussi banals que de dire que, la vitrine promouvoit la pédophilie et donc, pour arrêter ça, je vais lancer de la peinture sur la vitrine. OK. Donc, on parle de voies de fait, des trucs de vandalisme. Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est ça. C'est que là, mettons, règle générale, l'accusé va amener ça, dire « moi, je suis non criminellement responsable ». Puis, la preuve va être faite par l'évaluation d'un expert médical qui va absolument, on s'entend, être un psychiatre. Ouais. La couronne va aussi amener une évaluation d'un psychiatre. C'est que là, les deux rapports puis les deux experts en cours vont témoigner. Puis, avec cette preuve-là, ça devient une preuve au tribunal,
le juge, ou si c'est un procès par jury, va décider s'il y a... si la personne, elle est non criminellement responsable au moment du verdict. Donc, c'est ça. Donc, si je peux résumer rapidement, il y Oui, a donc l'accusé, c'est une défense, dit moi je suis pas criminellement responsable de ce que j'ai commis. Il y a une expertise d'un psychiatre, il y a une contre-expertise d'un psychiatre ou d'un professionnel du parti adverse qui est présenté en cours. Et il y a un juge et un jury qui va délibérer des présentations. Donc, c'est pas parce qu'on fait cette défense-là que nécessairement, automatiquement, on va l'avoir. C'est ça, je comprends. tout à fait, tout à fait. Puis ça se peut aussi que, tu sais, on dirait, ben, ça se peut que ça ne soit pas soulevé par la défense, mais que ça soit soulevé par la couronne. C'est parce qu'il y a pas, des fois, il n'y a pas d'avantage pour l'accusé. Puis ça sera peut-être une autre question, mais des fois, en fait, il n'y a pas d'avantage pour toi en tant qu'accusé de dire, ben, moi, je ne veux pas être déclaré non criminellement responsable, donc je ne vais pas soulever la question. Puis évidemment, bon, c'est ça. Donc, voilà. Puis comme tu dis, je me souviens plus c'était quoi mon point. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, une fois que c'est parti en délibéré, il y a un verdict qui est rendu. Donc, ça peut être oui, ça peut être non. Advenant le cas où le jury décide que oui, cette personne-là est non criminellement responsable, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que de non-responsabilité, tout de suite, il est libéré ou il peut être maintenant en détention? Ou qu'est-ce qui se passe en fait avec cette personne-là une fois que le verdict est tombé? En fait, OK, ben, une fois que le verdict est tombé, habituellement, ça va être déféré à la commission d'examen pour les troubles mentaux. OK. En fait, ça peut arriver que la Cour décide de mettre une sentence, puis décide la disposition. Je pense pas que c'est le bon mot en français. En anglais, on parle de disposition, mais je me souviens plus c'est quoi le mot en Je français. pense Donc, que je suis ça se désolée. traduit de disposition fait du sens aussi dans le OK, contexte, OK, là. cool. Désolée si c'est pas ça. Donc, c'est ça. Mais c'est que ça se peut que ce soit la Cour qui détermine la disposition, mais OK. habituellement, ça va être envoyé de toute façon à la commission d'examen qui va trancher. C'est que la commission d'examen, c'est qui? Ben, est composée de 5 membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur et le conseil de la province, là, donc on s'en fout un peu. Puis, c'est qui est... Ben, le président de la commission d'examen, c'est un juge à la retraite ou même un avocat, là, quelqu'un qui peut exercer le droit dans la province, puis au moins un psychiatre. Puis ça peut être un travailleur social, ça peut être un criminologue, ça peut être une infirmière en psychiatrie. Donc des gens qui ont une expertise au niveau de la santé mentale. Puis eux, ils vont prendre les décisions sur les dispositions à respecter. Donc, il y a 3 dispositions à respecter. C'est que c'est soit la détention, la liberté conditionnelle et la liberté absolue. C'est que la détention, ça va être une détention en hôpital. L'hôpital, ça peut être, si la personne représente un risque, comme quand on parlait, là, tu sais, des fois, il y en a là, que c'est des petites affaires. Tu sais, quand je dis que des fois, c'est la goutte qui fait déborder le vase, là, des fois, il y a des gens qui sont accusés de voies de fait armées parce que j'ai l'exemple de la boule de neige, ça c'est plus une référence à 2012, mais ça peut aller jusqu'à là, tu sais, vous comprendrez que ça peut être ça, là, ça peut être lancer un verre d'eau, là, à la limite, là, un voie de fait, là. Donc, il y a des gens qui représentent pas nécessairement un danger ils n'ont pas besoin d'être à Pinel, là. Parce qu'une Pinel, c'est un hôpital psychiatrique, mais ça ressemble à plein de gare à une prison. Les portes peuvent être fermées, les gens sont sous surveillance très, très élevée, tu sais. Mais ils peuvent aussi être alloués à Chaude-Glace, en fait, d'autres D'autres endroits, d'autres instituts. hôpitaux. Ouais. C'est ça, Ouais. exactement. D'autres instituts qui ont des niveaux de sécurité moindres. OK. Donc, c'est ça. Puis, voilà. Donc, selon leur niveau de risque. Après ça, la libération conditionnelle, c'est que la personne va être libérée dans la communauté, mais avec des conditions qu'on pourra détailler. Puis après ça, la liberté absolue, c'est que là, elle a fini. Liberté absolue, c'est que, OK, c'est fini. On a fini notre parcours. Puis, c'est pas nécessaire, mais souvent, la personne va suivre, encore une fois, selon le défi, selon la gravité. Ça se peut que la personne elle ait automatiquement une liberté absolue. C'est pas OK. commun, j'ai pas les chiffres, là, mais on pourrait imaginer que ce soit quelque chose qui. C'est ça. Mais je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est très faible. Mais ça pourrait être une liberté conditionnelle, par exemple, que tu ne passes pas par Pinel Ouais. ou par un temps. Donc, c'est ça. Les audiences de la commission d'examen sont aux 12 mois normalement, donc OK. une fois par année. Ça se peut qu'on décide qu'il y ait
des audiences spéciales, peut-être parce que la personne, justement, tu sais, mettons que la personne est à Pinel, puis ça va bien, ça fait plusieurs années qu'elle est à Pinel, là, ça fait une couple de fois qu'on amène l'idée de la libération conditionnelle, puis là, on se dit, ben, au lieu d'attendre un an, peut-être qu'il faudrait faire une audience maintenant parce que cette personne, elle n'a plus besoin du niveau de sécurité Pinel. Puis, il faudrait, mettons, la mettre à Louis H ou Douglas, où est-ce qu'il y a un niveau de sécurité moyen. Puis, on va pouvoir libérer un lit pour quelqu'un qui a besoin d'un lit à Pinel. C'est aussi important que les personnes, pas juste pour... Parce que c'est ça, en fait, ça, je ne l'ai pas dit. Hein, je backtrack un peu. En fait, c'est essentiel de savoir pourquoi on est déclaré non criminellement responsable, pourquoi que notre code criminel a créé cette désignation-là. La raison pour laquelle on a permis cette défense-là, c'est qu'on pense que notre code criminel, de façon générale, est punitif, dans le sens que on veut réhabiliter peut-être, mais en réalité, c'est qu'on est là pour dire non, c'est mal ce que tu as fait, puis les sentences vont être pas mal représentatives du délit, pour dire que c'est mal, puis on veut te taper la main. Par contre, quand on regarde les personnes qui sont non criminellement responsables, comme on disait tantôt, il n'y avait pas d'intention au niveau de la criminalité, ils n'étaient pas en mesure de comprendre le bien et le mal. Ils ne méritent pas d'être punis, ces gens-là. Dans notre système, c'est ce qu'on a décidé. Ils ne méritent pas d'être punis, ils ont besoin d'être traités. Ce n'est pas de leur faute, en fait. T'sais, après ça, oui, on a une responsabilité. Le traitement va inclure une composante de responsabilisation au niveau de la médication, etc., qu'il y en a. Mais c'est surtout qu'on pense que cette personne-là, elle a manqué de service, elle a besoin de soins, elle a besoin de soutien. C'est ça qu'on veut lui donner. On ne veut pas la punir. Puis c'est pour ça que quand on va choisir la disposition, ça va être la moins restrictive possible en fonction de la sécurité du public. Donc, puis en plus de ça, évidemment, comme je disais, ben, c'est avantageux pour la société parce qu'on veut libérer ces lits-là, on n'en a pas à l'infini. Donc, c'est ça. Si je peux faire un résumé en prenant l'exemple qui s'est passé. Donc, cette personne-là qui a commis ces crimes-là au début du mois d'août, ça veut dire qu'une première fois, elle a été jugée devant le jury. Elle a été évaluée par 2 psychiatres. Elle a été déclarée non criminellement responsable. Elle s'est probablement retrouvée soit en détention, puis je crois que ça a été mentionné qu'il y avait eu un séjour à Pinel. Ce qui veut dire qu'il y a eu une réévaluation par la commission qui a déterminé que cette personne-là pouvait être libérée sous conditions. Et si je me souviens bien, là, dans un article que j'ai lu, il y avait des conditions. Donc, il y avait de la médication à prendre. Il y avait une assignation, il fallait qu'il reste à un endroit spécifique. Je crois qu'il y avait un suivi aussi, il devait se rapporter quand même régulièrement. Donc ça, il y a pas mal toutes les conditions, effectivement. Exactement. Donc là, on est en liberté. Il était pas en liberté absolue, c'est-à-dire il était en liberté conditionnelle. Il y avait encore un certain contrôle, un certain encadrement autour de ça. Mais donc, ce que je comprends, c'est que cette commission-là, finalement, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire, c'est des gens qui doivent évaluer un certain niveau de risque et qui doivent prendre une décision. Oui, puis l'évaluation, elle ne se fait pas. Ouais, la commission va juger, mais ça, les éléments de preuve, ça va être amené par l'équipe traitante, qui va dire, ben, monsieur un tel, il respecte son plan de traitement, comme tu disais, il habite dans son foyer, il vient, il a son rendez-vous avec son psychiatre à toutes les semaines, il se présente, il fait des tests d'urine à toutes les semaines ou random à quelques mois, dépendant de la situation, il ne consomme pas d'alcool, il ne consomme pas de drogue, il n'a pas d'armes, genre ça va bien ses affaires. Donc oui, effectivement, donc c'est ça, c'est que l'équipe traitante, le psychiatre, etc., vont pouvoir amener ces éléments-là, dire à la commission, ça ressemble à ça. Les victimes peuvent même témoigner dans les commissions. Après ça, bon, peut-être que les victimes ne diraient pas qu'ils ont l'expérience la plus positive. Donc, je veux pas dire que les autres, je pense pas que les victimes ont l'impression qu'ils ont un poids sur ce qui se passe, puis je pense pas qu'ils en ont un non plus, dans la mesure où est-ce qu'à un moment donné, on regarde pas le délit, on regarde où est-ce que l'individu est maintenant. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la situation. Donc, mais oui, comme tu dis, c'est pas une science exacte. Donc, tu sais, tu vas dans n'importe quelle conférence de psychiatrie légale, puis il y a comme 20 panneaux en même temps sur l'évaluation du risque, l'évaluation de la dangerosité. Donc, c'est une science qui évolue constamment. C'est un sujet d'intérêt pour beaucoup de chercheurs. C'est
on a fait des avancées là-dessus au niveau des outils qui existent. Après ça, les outils ne sont pas utilisés systématiquement. Il y a des lacunes qui existent qu'on essaye, je pense, de changer progressivement dans le système, dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont intégré des outils d'évaluation plus standardisés, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est widespread, pas encore. Il y a un effort dans ce sens-là, par contre, je dois dire. Ça s'en vient. Mais on n'est pas rendu là nécessairement. Donc, ça peut faire partie peut-être des lacunes. Après ça, des erreurs, ça existe, là. Des erreurs de jugement, de voir, ben, cette personne-là se présentait bien, elle allait bien. Il est arrivé un déclencheur qui était imprévisible. Parce que, c'est ça fait partie du traitement d'identifier, par exemple, tes triggers, les trucs qui peuvent te faire déraper. Il y a peut-être une dérape qui est arrivée qui était imprévisible que personne n'aurait pu voir venir non plus. Je ne sais pas. Je ne connais pas le cas. Je ne peux pas parler sur le cas. Ça se peut que ce soit une erreur de jugement d'équipe. Ça se peut que ce soit plein d'affaires. Mais l'erreur arrive. Cela dit, je ne sais pas si je peux me lancer là-dedans. Ben, en fait, probablement que tu vas devancer ma question, mais ce qui me vient en tête, de ce que je comprends, on parle d'erreur, donc c'est pas quelque chose globalement, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, qu'il y a des récidives, qu'il y a des égarements un peu comme dans cette situation-là. Exactement, exactement. Puis ce qu'on voit, en fait, ce que les chiffres démontrent, c'est que les personnes, c'est pour ça que je disais tantôt, j'ai un peu fait de foreshadowing quand je dis, ben, il n'y a pas nécessairement d'avantage. Pourquoi? Parce que de façon générale, pour un même délit, après ça, il y a des exceptions, mais pour un même délit, les personnes qui sont déclarées non criminellement responsables pour troubles mentaux vont recevoir une détention plus fréquemment que leur contrepartie, c'est pour un délit équivalent, qui ont été déclarés coupables. Ils vont avoir des périodes plus longues de détention, puis ils vont être sous supervision plus longtemps. Donc, ils vont avoir à respecter ces conditions-là, comme tu as noté, pendant plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Je pense que sont 4 fois plus à risque d'être détenus, ils ont 5 fois moins de chances d'être libérés à peu près, là, puis ils ont 3 fois moins de chances d'être libérés de leur supervision qu'une personne jugée coupable pour le même délit sur une même période de temps. Donc, c'est vraiment significatif. Puis, en fait, en plus de ça, puis on peut croire que parce qu'ils sont beaucoup plus supervisés, ils ont beaucoup moins de chances de récidiver. Là, je ne me rappelle pas des chiffres, malheureusement, là, mais je sais qu'ils récidivent moins. Pour un délit, ils récidivent. Je veux dire, il y a des risques de récidive, au même titre qu'il y a des risques de récidive pour quelqu'un qui est déclaré coupable, qui est fait de la prison à vie pendant 25 ans, qui est libéré for good behavior à 20 ans. Comme, je veux dire, mais ils récidivent moins. Donc, contrairement à ce qu'on voit dans les médias, des cas comme ça, c'est pas la norme, c'est pas fréquent. C'est triste, c'est toujours triste. C'est pas pour minimiser le drame que c'est que de perdre ces 3 personnes-là qui ont été abattues. Puis c'est pas, c'est pas juste un flou, comme c'est grave. Puis je pense que c'est important de travailler à améliorer le système. Mais je pense pas qu'il faut avoir peur, puis je pense pas qu'il faut se dire que qu'on devrait enlever ça comme provision de notre code criminel. Parce que je pense que c'est une belle chose de pouvoir dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Oui. Absolument, absolument. Puis pour moi, ça fait du sens. Tout est dans l'objectif, en fait, de cette disposition-là dans l'article de loi. C'est-à-dire qu'on considère que ces personnes-là doivent recevoir des traitements, pas une punition. Parce qu'effectivement, à mon expérience, des gens qui n'ont pas reçu de soins, qui se ramassent en détention, souvent, il va y avoir une dégradation de leur état. Puis j'ai vu, en tout cas, par expérience, j'ai vu plus de personnes récidiver après ne pas avoir reçu de soins pour leurs conditions de santé mentale que pour les personnes qui vont avoir été prises en charge. Donc voilà. Oui, parce qu'on n'a pas le counterfactual, là, mais si, mettons, on décidait qu'on envoyait tous ces gens-là en prison, ben, on va être honnête, il n'y en a pas beaucoup de services en prison pour les gens en santé mentale. Puis si on considère que le problème, le délit a été causé parce qu'ils ont un problème de santé mentale, ben, je peux vous assurer qu'ils représentent un plus haut risque en prison que en traité puis suivi, là.
Oui, absolument. Après ça, je pense que tu as déjà soulevé le point pour ce qui sera ma prochaine capsule, c'est-à-dire tout ce qui est d'aide aux victimes. Je pense que c'est super important de ne pas oublier la contrepartie de ces exceptions-là, nommons ça comme ça, parce que ça a des impacts souvent, c'est des tragédies pour beaucoup de personnes de l'autre côté. Donc, ça sera à venir dans les prochaines semaines. Concluons sur cette note. Merci beaucoup de l'éclairage que tu vas avoir apporté aujourd'hui. C'est super apprécié. Puis ben, pour vous qui venez d'écouter cette capsule, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les lancer. Puis dans les prochains jours, là, on mettra en lien, en fait, je ferai une publication avec différentes ressources, différentes références, si vous voulez plus d'informations sur le sujet pour approfondir votre réflexion. Sinon, ben, merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Merci.